Un, 2, ouais, on m'entend. Je vais mettre sur microphone, OK. Et voilà.
Bonjour à tous. Eh bien, nous sommes 23. J'espère que tout le monde m'entend. On va encore attendre quelques instants avant de démarrer ce troisième atelier dédié au relevé numérique. Je vérifie que tout est en ordre. Je lance juste l'enregistrement sur les réseaux et on commence la formation. Je suis désolé, je dois tout faire en même temps, mais dans un instant, on va pouvoir commencer. Eh bien voilà, j'espère que ça fonctionne.
Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on a changé un petit peu la présentation pour que vous soyez un petit peu moins face à votre écran. La seule chose, c'est que je n'ai pas accès au fil de conversation. Donc, si vous avez des questions à me poser, c'est important que vous travailliez avec l'onglet questions-réponses qui se situe dans la partie haute de votre écran. Hop, je regarde rapidement les participants. J'attends encore 2 minutes et on va pouvoir commencer. Et bien voilà, on va gentiment commencer. S'il y en a d'autres, ils arriveront. Ils pourront rattraper en cours la formation. Alors, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Je le rappelle, la formation vous est proposée dans le cadre du projet Objectif Bluestone, qui est vraiment un projet qui vise à soutenir la filière pierre bleue. Et j'en profite pour vous montrer une des choses, ça se voit mieux, c'est derrière moi. Il y a toute une plateforme, la plateforme Objectif Bluestone qui a été mise en place, et je vous la mentionne car sur cette plateforme, toutes les formations au métier de la pierre sont reprises et vous avez toute une série d'onglets de recherche pour pouvoir interroger cette base de données de formation. Et donc, il y avait pas mal de tailleurs de pierre inscrits à la formation. Donc, n'hésitez pas à aller consulter l'offre de stage sur cette plateforme. Et donc, cette formation est aussi possible grâce au matériel et à l'infrastructure du pôle de la pierre, qui a aussi profité de financement européen. Et là aussi, n'hésitez pas à aller sur le site de l'Agence wallonne du patrimoine. Toutes les formations de l'Agence wallonne du patrimoine sont reprises sur le site. Il y a vraiment un large panel de formations au métier du patrimoine. Ça vaut vraiment la peine d'aller consulter le site. Vous avez l'adresse en haut de la page agencewallonnedupatrimoine.be. Quand vous êtes sur la page d'accueil, il suffit de joindre l'onglet Se former et vous aurez accès aux différentes formations. Voilà pour cette courte introduction. Hop, je me tourne évidemment pour certaines vues, c'est plus compliqué. Et donc, je vous rappelle l'objectif de la formation lors de ces 3 ateliers, c'était vraiment de pouvoir choisir les bonnes techniques de relevé. Et vraiment utiliser ces techniques de relevé. Si on n'a pas des connaissances de base, on fait beaucoup d'erreurs. En disposant de certaines connaissances, ça permet vraiment d'exploiter au mieux toutes ces technologies. Et donc, il y avait aussi cette volonté de vous montrer un peu les différentes techniques et les différentes applications pratiques qui étaient possibles. Lors du premier atelier, on a vraiment fait ce tour d'horizon. On a introduit le concept de relevé numérique. On a bien vu cette classification des différentes techniques. Vous avez pu voir qu'il y a vraiment de nombreux outils numériques, donc c'est important d'avoir cette classification en tête. Lors de ce premier atelier, on a aussi pu faire une courte description des principales techniques qui sont d'application dans le domaine de la pierre, dans le domaine du patrimoine, à savoir la photogrammétrie, la triangulation laser,
la télémétrie laser et la lumière structurée. Et donc, on avait terminé ce premier atelier en se penchant de manière plus précise sur le modèle 3D, donc le modèle qu'on va produire grâce à ce relevé, et on avait évoqué ces deux concepts, le nuage de points et le maillage. On reviendra dessus rapidement à la fin de la formation d'aujourd'hui. La semaine passée, lors du deuxième atelier, vous avez pu découvrir les techniques de photogrammétrie. J'espère que ce n'était pas trop dense et j'espère que ça a pu vous intéresser et que ça vous a fait découvrir peut-être une nouvelle technique. Je vous rappelle, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Avec l'organisation de cette formation, la semaine a été très chargée, alors j'ai encore quelques réponses à transmettre à certains d'entre vous, mais je ne manquerai pas d'y répondre et n'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire. Et aujourd'hui, on va donc aborder la technique de scanner à lumière structurée et on va pouvoir faire quelques démonstrations de comment fonctionne cette technique. Donc, je vous le rappelle, c'est cette classification qu'on avait vue lors du premier atelier. Donc, toutes les techniques qu'on a vues sont des techniques de relevé sans contact. Je vous rappelle, je vous avais parlé des petits systèmes de relevé avec des palpeurs qui venaient toucher la matière. Ça, on n'a pas abordé ces techniques-là. Toutes les techniques qu'on aura vues durant ces 3 ateliers sont des techniques sans contact. On ne touche pas le matériau, la matière qu'on va relever. Toutes les techniques qu'on aura vues sont aussi des techniques par réflexion. Ça veut dire qu'on n'a pas vu des techniques qui utilisaient la transmission. C'est plutôt dans le domaine médical qu'on va utiliser ce genre de techniques. Et toutes les techniques qu'on aura analysées sont aussi des techniques optiques. On n'a pas du tout regardé tous les systèmes qui fonctionnent avec des ondes sonores comme les radars de sol qui fonctionnent comme des sonars. Et donc, dans cette technique de relevé sans contact par réflexion et optique, on avait aussi vu qu'il y avait 2 grandes catégories. Cette catégorie qu'on a vue la semaine passée avec la photogrammétrie, des techniques de relevé passive, ça veut dire qu'on n'envoie aucun signal ou aucune onde lumineuse pour faire le relevé, on va juste capter de l'information. Et puis on avait vu toutes les techniques de relevé de type actif, où là on avait le système par laser, la lasergrammétrie, où les instruments vont émettre un signal laser, parfois pour analyser sa forme, parfois pour calculer grâce au temps de retour la distance entre 2 points. Et puis aujourd'hui, on va voir une autre technique de relevé actif, mais là où on ne va pas émettre une onde laser, un rayon laser, mais où on va projeter de la lumière, et c'est cette projection de lumière qu'on va analyser. Ici, vous avez un premier exemple dans le bas de l'écran d'un scanner HP qui fonctionne par lumière structurée. L'avantage de la lumière structurée, c'est qu'on a une grande précision de mesure et grâce aux techniques de projection, on a des surfaces captées qui sont plus importantes. Donc, il y a une grande vitesse d'acquisition grâce au laser par lumière structurée et on peut rajouter des modules supplémentaires qui permettent aussi d'avoir un très très bon rendu des textures. Et donc là, j'avais mentionné la précision qui était de l'ordre de 0,018 à 2 mm. Pour les inconvénients de ces techniques-là, ça reste le coût des équipements, comme beaucoup d'outillages, de mesures numériques, les équipements sont relativement coûteux. Et comme dans beaucoup de cas, les objets qui sont transparents ou réfléchissants vont poser des problèmes. En fait, on analyse le rendu de la lumière sur une surface. Dès qu'on a des reflets ou dès qu'on a de la transparence, ça va troubler cette vision que le capteur va devoir capter. Donc, on va avoir des erreurs. Et donc, même chose pour les surfaces qui sont très planes et très uniformes d'un point de vue colorimétrique. Là aussi, les algorithmes vont avoir du mal à trouver des repères pour déterminer la forme de l'objet. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser, c'est ce qu'on voit ici juste sur le côté de l'image, on peut utiliser des petits marqueurs qui sont des petits autocollants. Ici, j'en ai d'autres que je peux vous montrer.
Ça, c'est ceux qu'on utilise quand on travaille avec de la lumière structurée. Et alors, gros souci, on va le voir pour la lumière structurée, c'est aussi s'il y a trop de lumière, c'est peu adapté parce que on projette un faisceau lumineux. S'il y a beaucoup de lumière, on n'arrivera pas à capter et à bien distinguer cette forme lumineuse qu'on projette. Et alors, on est limité aussi au niveau de la taille des objets. Le scanner qu'on va voir aujourd'hui, je pense que c'est 2 mètres sur 2 le volume de scanner. Alors, je vais évoquer une des technologies qu'on a vues lors du premier atelier, et juste parce qu'il y a différentes choses qu'on va voir aujourd'hui qui sont similaires. Et donc, c'est la triangulation laser. On avait vu lors du premier atelier qu'il y avait la télémétrie laser, où on envoyait un signal et on calculait le temps du retour ou le décalage de phase. Il y avait 2 types pour estimer la distance. Et puis d'autres systèmes laser où c'était finalement la forme projetée qui était analysée par un système stéréoscopique. Et donc, on va voir que le système qu'on peut voir ici à l'écran avec des lasers est assez similaire dans son fonctionnement et dans la reconstruction trigonométrique avec ce qu'on va pouvoir voir avec la lumière structurée. On voyait aussi là qu'on avait des très très bons niveaux de précision pour ce type de laser de l'ordre de 0,025 mm. Alors voilà, ici on peut le voir sur l'image, c'est ce que je vous expliquais. Un scanner laser à lumière structurée va souvent être composé, on peut le voir ici sur l'image, mais je vais vous le montrer ici, d'un élément qui va projeter le faisceau et puis de 2 optiques. On va le voir, on n'a pas spécialement besoin de 2 optiques pour faire de la lumière structurée. Il y a des scanners qui fonctionnent avec un seul capteur. Mais ici, on a 2 capteurs plus un projecteur. Et donc, on va chaque fois projeter un signal lumineux sur l'objet. C'est ce qu'on a représenté ici sur le modèle. Et donc, on projette ce motif lumineux et on va observer sa déformation. Ici, on voit que c'est une trame parallèle. On voit que cette trame parallèle, quand elle est projetée et qu'elle rencontre un volume, va se déformer. Et c'est cette déformation qui va être analysée pour déterminer la forme de l'objet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est le principe de la trigonométrie qui va être utilisé. La semaine passée, on a vu un système finalement où on analysait des prises de vue prises depuis différentes positions et on analysait des points communs sur des images pour déterminer la localisation d'un point dans l'espace. Ici, on n'a pas 2 capteurs. Un de ces capteurs va être remplacé par une lumière qui projette un signal, mais on connaît la position de ce système, de ce champ lumineux qui est projeté. Alors là, ça peut, pour éviter qu'il y ait tout malentendu, on va le voir par exemple sur le scan HP, il y a un seul projecteur et un seul capteur. Sur beaucoup de scanners, vous allez voir qu'il y a quand même les 2 capteurs et donc la reconstruction se fait entre les 2 capteurs. Mais j'insiste sur le fait que finalement, la lumière structurée peut fonctionner avec un seul capteur si on connaît la position du projecteur. Et ici, on voit ce principe que je vous ai expliqué, où on projette de la lumière, une trame lumineuse, et on analyse sa déformation qui est captée par un capteur de type photographique. Au niveau du processus en lumière structurée, on va voir qu'on commence souvent, mais ça, on ne doit pas le faire à chaque fois, mais c'est des instruments qui doivent être calibrés. Et puis, par la suite, on va voir que les différentes séquences se font quasi en même temps. On va faire l'acquisition des points, l'alignement et la mise en texture si on a un module qui le permet au même moment avec le scanner à lumière structurée. Et c'est juste par la suite dans le programme qu'on va générer un maillage, comme on l'a fait pour la photogrammétrie, comme on peut le faire pour les relevés laser. Donc voilà, je vous rappelle, n'hésitez pas à poser des questions si certaines choses ne sont pas claires. Ici, sur ces images, vous pouvez voir qu'on est on va avoir différents types
de méthodologie de scan et vous allez voir que le pattern, la forme qui est projetée est différente. Ici, c'est le scan rapide du scanner Ainscan qui produit cette sorte de mire de points. On va voir que dans d'autres modes de scan, ça va être plutôt des lignes. Et donc, on a parfois des patterns, des formes très différentes, mais qui fonctionnent sur le même principe, c'est pour analyser leur déformation. Et donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif, c'est de reconstruire une scène en 3D. La semaine passée, on le faisait grâce à différentes photos. Ici, c'est vraiment, on projette de la lumière et on analyse sa déformation avec un ou plusieurs capteurs. Alors, lors du premier atelier, on avait vu qu'il y avait aussi des grosses différences au niveau des schémas d'acquisition. Ici, le scanner à lumière structurée, on va pouvoir fonctionner en se déplaçant autour de l'objet, donc de manière mobile, mais on va aussi avoir des techniques de scan où on va avoir un capteur fixe et c'est l'objet qui va tourner. On peut aussi avoir un capteur fixe et puis on peut avoir un objet fixe et différentes stations. Et donc, c'est ce dont je vous parlais sur cette image. On voit le scan de chez HP, où on voit qu'on a un projecteur, comme on peut en voir souvent dans des bureaux ou autres, et puis un capteur photographique. Donc ici, c'est un exemple d'un résultat avec le Ainscan Pro. C'est un relevé qu'on avait fait d'un plâtre au pôle de la pierre. C'était un des premiers relevés, mais vous allez voir, on n'avait pas assez augmenté, on a un petit peu trop lissé le modèle. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous montrer le matériel dont on dispose au pôle de la pierre, et donc qui est ce scanner, le Ainscan Pro 2. Donc c'est un scanner, pour que vous ayez quand même une idée de prix, c'est 6 000 € pour le scanner, et puis il y a différents modules qui s'ajoutent à ce scanner. Un module HD Prime qui permet d'améliorer la rapidité pour la prise de mesures précises en mobile. Un module qui est le petit carré qu'on voit en haut, qui est le module qui permet de faire l'acquisition des textures. En fait, c'est une optique supplémentaire qu'on vient mettre sur le scanner. Et puis, le plateau tournant. Ce plateau tournant, on va le voir, on le connecte à l'ordinateur et il va faire tourner, suivant des angles et une cadence bien précise, le modèle à scanner. Alors, je vous présente ce modèle parce que c'est celui dont on dispose, mais il existe vraiment toute une série d'autres scanners à lumière structurée. Créaform, qui sont ceux qui produisent le scanner laser que je vous ai montré il y a quelques slides, font également un scanner à lumière structurée qui est relativement coûteux, 35 000 €. Ainscan fait des scanners qui ont une précision moindre, mais plus accessibles pour des petits modèles. Ici, on voit le modèle Ainscan SE. Et puis, la société Artec produit aussi différents scanners. Avec un scanner qui est assez intéressant, parce que c'est quand même parfois un souci, c'est celui-ci, le Artec Leo, qui possède des processeurs et un système de traitement embarqué qui permet de travailler sans ordinateur. Parce qu'ici, nous, avec ce scanner-ci, on est obligé de déplacer l'ordinateur parce qu'il doit être connecté à l'ordinateur pour faire tourner les programmes. Et donc voilà, je vous ai parlé au-dessus, on voit le scanner de chez HP. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, et je pense que c'est toujours intéressant de souligner, parce que ben voilà, tous ces codes, il existe aussi des codes libres, des programmes libres. Ici, c'est un professeur Essam Hamidi, qui a développé un code en Python qu'on peut trouver sur Internet et qui permet, à partir de 2 web caméras qu'on va positionner dans un projecteur, de créer son propre système de relevé par lumière structurée. Alors, j'insiste vraiment parce qu'il y avait notamment dans les personnes qui participent à la formation des archéologues,
oui, et des gens, mais également les tailleurs de pierre. Si on veut faire par exemple un relevé sur site, euh, il y a un an, on nous avait demandé, à moi et Sébastien du pôle de la pierre, de venir relever des éléments en pierre sur le mémorial britannique de La Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-Marne. Et on s'était rendu sur place, on avait demandé à l'association qui nous avait demandé de venir, de prévoir un groupe électrogène pour pouvoir faire les relevés. Mais il s'est avéré, vous pouvez le voir, c'était une journée fort ensoleillée. On n'avait jamais testé le scan à l'extérieur et c'était parfaitement impossible de relever ces éléments. Heureusement, on avait les appareils photo avec et on a fait l'ensemble du relevé par photogrammétrie, mais c'était pas du tout possible de faire ce relevé. D'ailleurs, on va le voir dans certaines spécifications techniques de ces scanners. Ils mentionnent bien que l'usage en extérieur est un petit peu compliqué, voire peu recommandé. Nous, en tout cas, on ne voyait absolument rien. Le scanner ne captait absolument rien. Et c'est des conditions assez difficiles aussi. Là, on était en hauteur, il fallait accéder avec des échelles pour scanner cette couronne. Et donc, c'est compliqué d'amener l'ordinateur, de tirer ça par rapport au groupe. C'est vraiment très compliqué. Alors qu'en photogrammétrie, on l'a vu la semaine passée, avec une perche, on sait plus facilement accéder à des endroits un petit peu plus compliqués d'accès. Donc voilà, ici, je vais vous montrer le programme, parce que c'est celui dont on dispose, le programme propre à InScan. Chaque scanner, parce que voilà, ce qu'on achète avec un scanner, c'est aussi beaucoup les algorithmes et les processus de calcul qui sont derrière. Et donc ici, je vous présente le programme de InScan. Donc, c'est la boîte Shining 3D qui produit le scanner InScan. Et donc, dès qu'on rentre dans le programme, il faut être connecté au scanner et il va nous demander le type de modèle de scanner qu'on va utiliser. Dans notre cas, c'est le InScan Pro Plus. Et comme dans différents programmes, un peu comme on l'a vu dans les programmes de photogrammétrie la semaine passée, on voit finalement dans le haut de l'écran ici tout le processus pour la réalisation du scan. Donc, on a d'abord la détection de l'appareil. Ensuite, on a l'onglet calibration. Ensuite, on va choisir le mode de scan. Ensuite, on va réaliser le scan. Et puis, il y aura du post-processing qu'on peut faire dans le programme. On en avait parlé, tout ce qui est décimation, réduire la taille des modèles, on va pouvoir le faire dans le programme. On pourra aussi exporter un modèle volumineux et faire ces traitements dans d'autres programmes. Ici, voilà, ici c'est l'écran qui apparaît une fois qu'on a effectué la calibration. Donc là, c'est important. Quand on va lancer le scanner, quand on réinstalle le programme, quand on change ou on ajoute un module, il faut souvent effectuer une calibration du scanner. Et donc, le scanner est livré avec cette plaque. Vous allez le voir, on va voir sur une vidéo comment cela fonctionne, qui est fourni avec un support et qui va nous aider à calibrer. On va aussi, quand on utilise le module couleur, utiliser la face blanche pour régler la balance des blancs du scanner. Donc, vous allez le voir ici, cette phase de calibration, elle est vraiment elle est très très bien décrite. Le programme nous guide pas à pas dans la calibration. Je vais lancer. Et donc, vous allez voir le programme nous dit à quelle distance on doit se mettre et on doit s'approcher du scanner ou s'écarter en fonction de ce qu'il nous dit. Et on va voir qu'il va repérer des points à différentes distances et calibrer grâce à cette plaque. Ensuite, on va mettre la plaque sur le support et on va devoir vraiment répéter cette opération dans les 4 directions. Ça, c'est la partie calibration. Il ne faut pas oublier à la suite d'effectuer la mesure de la précision. Donc, c'est le deuxième onglet Accuracy que vous voyez juste à côté de calibration
juste au-dessus de moi, là, hop. Et donc là, vous voyez bien, il faut monter, descendre et le scanner, là, c'est la dernière étape. Le scanner effectue cette calibration qui permet vraiment d'avoir des mesures qui sont juste une reconstruction correcte du modèle. Voilà. Et donc là, il effectue la calibration. Je passe un petit peu. Pour atteindre cela. Et ensuite, comme je vous le disais, on a le deuxième onglet, Accuracy, qui permet, en refaisant de nouveau ce travail où on va monter et descendre le scan au-dessus de la plaque, de calculer la précision. Et donc là, on voit qu'on a une erreur de 0,04 mm. Et donc voilà, ça c'est la calibration. Je vous le rappelle, il ne faut pas la faire à chaque fois, mais de temps en temps, le programme la demande. Et vous allez, une fois qu'elle est faite, on verra peut-être sur d'autres écrans, vous allez toujours avoir ici en dessous la date à laquelle la calibration a été réalisée. Ici, vous allez voir aussi dans le programme, on va pouvoir choisir différents modes de scan. Le scan manuel HD, le scan manuel rapide, le scan manuel fixe sans table tournante et celui avec une table tournante. Et donc là, on voit les différents, la précision. Le premier exemple que je vous montrais, il est fait en scan rapide avec une précision donc de 0,1 mm. Si on le fait en scan HD, on a une précision de 0,05 mm. Et alors, pour tout ce qui est scan fixe, donc c'est dès qu'il est placé sur son trépied, eh bien là, on a une précision de 0,04. Et on va voir aussi dans les options, on va pouvoir préciser comment va se faire l'alignement. Comme en photogrammétrie, et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, si on a des surfaces trop lisses, on peut aider les algorithmes à faire l'alignement en ajoutant ces petits marqueurs, ces petits ronds qu'on va coller sur l'objet à relever. Donc voilà, ici c'est le premier scénario. C'est un scan manuel où on ne va pas installer le module qui permet de capturer des textures. Donc on utilise le scanner. On va le brancher en direct sur l'ordinateur grâce à une connectique USB. On va aussi devoir ramener une alimentation sur ce câble-ci qui va permettre d'alimenter le scan. Il n'est pas alimenté par l'intermédiaire de l'ordinateur, il a une alimentation qui lui est propre. Ici, on voit, je vous le disais, donc on a le scan, ici c'est pas normal, il est offline. Si vous scannez, il sera online. Vous avez la date de calibration. Et ensuite, ici, Scan Mode, on va choisir le mode de scan qui correspond au tableau que je viens de vous montrer. Et donc ici, vous allez voir comment ça se passe. Donc, c'est ce que je vous expliquais. On va choisir le mode de scan. C'est toujours assez lourd, c'est des gros fichiers, ça prend un peu de temps, mais ce n'est pas non plus trop long. Ensuite, on va créer un nouveau projet. Là, on nous pose différentes questions sur l'alignement, les textures, la résolution qu'on va choisir. Ici, de toute façon, texture scan, si vous n'avez pas le module de texture, vous ne pourrez pas le sélectionner. Et puis, il va créer un projet. À partir de ce moment-là, on est dans l'interface du programme et ce qu'on va devoir faire, enfin maintenant, dans une nouvelle version du programme, on peut se mettre dans un mode qui n'oblige plus de le faire, mais avant, il fallait vraiment le faire, c'était régler ici sur les deux caméras. Donc en fait, ce que vous voyez au-dessus de ma tête, les deux petits écrans au-dessus de ma tête, c'est ce qui est donné par ces deux caméras-là. Et donc, on va devoir régler l'exposition pour avoir un bon rendu sur l'objet et avoir une bonne captation de cette onde lumineuse. Et puis, on va pouvoir commencer
à scanner l'objet. Ici, on peut voir, on va se décaler, on va se déplacer autour de l'objet. On voit que petit à petit, il construit la forme de l'objet. Parfois, je ne sais pas si on va le voir ici, l'écran passe en mauve et l'ordinateur émet un son. C'est quand il perd le tracking, en fait. Il a une rupture dans l'alignement. Ce que je vous disais, l'alignement se fait tout en permanence avec le scan. Mais si à un moment, il n'arrive plus à aligner, il fait un son, il se met en mauve et alors là, on doit faire marche arrière, revenir sur des zones qu'on a scannées et alors on voit que le programme, grâce à son algorithme d'alignement, capture de nouveau la bonne position et on peut recommencer à scanner l'objet. Ici, on voit que c'est un objet qui est relativement facile à scanner. Il y a pas mal de formes, donc pas mal de déformations, ce qui est important pour la lumière structurée, beaucoup de différences dans l'objet, il n'y a pas une grande uniformité, donc c'est un scan qui se passe très très bien. Parfois sur des formes plus simples, on le verra plus loin, on peut avoir des problèmes où il perd l'alignement, puis il se réaligne, mais ce n'est pas juste et alors on doit recommencer le scan. Vous voyez en fait dans le haut de l'écran, ce que vous voyez là avec le cadre vert qui se déplace, c'est l'affichage de l'écran de l'ordinateur. C'est ça que je vous ai mis à cet endroit-là. Et on voit qu'à certains endroits, le modèle est jaune. Ça, c'est quand on voit les faces arrière. Donc là, on sait qu'on doit encore passer pour fermer le volume. Donc là, il faut vraiment passer jusqu'à ce qu'on ne voit plus du gris, ce qui indique qu'on a bien fermé le volume. Et on voit qu'on continue à se déplacer. Ah voilà, vous avez vu, il a noté tracking lost. Donc là, il avait perdu le tracking, mais très rapidement, il a pu le récupérer. Et donc, petit à petit, on peut ajuster tout le rendu pour avoir vraiment fermé l'entièreté du modèle. Et donc voilà, une fois qu'on a terminé le scan, on arrive sur cet onglet-là où on peut inspecter qu'on a bien fermé toute la surface. Enfin, si possible. Parfois, il y a des zones qu'on ne sait pas fermer. Et ensuite, on va pouvoir, on le voit, générer le nuage de points. Donc, de nouveau, c'est la même phase qu'on a vue à chaque fois. On passe par cette étape du nuage de points. Il nous dit la quantité de mémoire qui sera nécessaire et on peut choisir si on choisit une priorité à la qualité ou à la vitesse. Et donc là, il va lancer le calcul. Ça peut prendre un peu de temps. Et de nouveau, cette durée est fort dépendante de l'ordinateur que vous allez utiliser. Et ici, on voit le résultat avant maillage. Donc ici, vous pouvez voir, il y a le petit onglet tout en bas de la colonne. On a l'onglet maillage. Et on va voir ici, on sauve le fichier. Et puis, on va pouvoir lancer le meshing. Meshing, le mesh, on en a parlé, c'est vraiment le maillage. Donc, c'est à partir des points, on relie ces points grâce à des algorithmes, on génère des triangles qui vont permettre de créer une surface continue. Et voilà, le modèle obtenu en scan rapide. Mais vous voyez qu'on a déjà une très bonne précision. On en parlait au moment de la photogrammétrie de ces traces d'outils. Ici, on voit qu'on peut clairement percevoir les traces d'outils sur cet élément. Ici, on va l'exporter. C'est intéressant. Je vais revenir peut-être rapidement. C'est qu'ici, voilà, on peut voir qu'on a les dimensions. Grosse différence par rapport à la photogrammétrie, vu que nos capteurs et nos capteurs sont localisés sur le scan, on peut déduire la dimension, une dimension précise. On ne doit pas faire de mise à l'échelle du modèle. Donc ça, c'est un des gros avantages de ce type de relevé. C'est vraiment la précision des mesures. Et donc ici, un rendu rapide qui vous montre un peu le scan sous différents angles. C'est un rendu qui a été fait dans
dans Blender. C'est le mesh sous format OBJ qui a été ouvert dans un programme Blender, qui est un programme gratuit. Je vous montrerai ça rapidement en fin de séance, comment fonctionne ce programme. Et donc ici, je regarde, est-ce que je ne vois pas de questions? Je rappelle que je n'ai pas accès au fil de conversation. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai vraiment accès qu'aux questions-réponses. Donc, si vous devez m'interpeller pour quelque chose, il faut vraiment utiliser la barre qui se situe dans la partie haute de l'écran. Ici, je vais vous montrer un autre relevé aussi d'un élément en pierre bleue. Et là, on ne le voit pas, mais vous le verrez sur les vidéos. J'ai choisi cet élément parce qu'il présente des parties polies et puis des parties plus mates. Et donc, on va voir sur ces parties polies l'impact de la réflexion sur le scan. Et donc, c'est le genre de situation où quand on a des éléments qui vont briller, de la transparence, on peut utiliser un matifiant. Alors, on vend des sprays spéciaux qui sont spécifiques, qui sont destinés à ça. C'est pas vraiment donné, c'est une fine pellicule de talc. Moi, ce que j'ai fait souvent, et parce que parfois on a dû improviser par rapport à des éléments, on ne savait pas qu'ils étaient aussi brillants et on devait les relever, c'est qu'on a travaillé avec du talc qu'on met dans de l'eau et qu'on le pulvérise. Évidemment, il faut que le support le permette et on ne peut pas faire ça sur n'importe quel support. Ici, dans ce cas-ci, l'exemple que je vais vous montrer, on l'a fait avec Thierry, qui est un de mes collègues du pôle de la pierre, qui a préparé un mélange avec la poudre de pierre qu'on a dans nos ateliers et qui a permis de générer finalement une trame sur l'objet et qui va vraiment faciliter fortement le scan. Donc ici, vous voyez l'objet. Donc on voit vraiment, c'est une pierre bleue à grain très fin, donc c'est pour ça qu'elle a ce poli très noir. Je ne sais pas quelle pierre exactement c'est, mais c'est pas du tout le genre c'est pas la pierre bleue qu'on a dans le coin de notre centre de formation, c'est pas la pierre bleue de Soignes. Et donc là, on va voir, j'essaye un scan rapide sur l'objet, mais on voit déjà sur l'écran qu'on a des bugs. Alors, il faut effacer ce qui a été scanné, recommencer. Alors, on peut tester de commencer le scan par la partie haute, mais on voit qu'on a vite pas mal de soucis pour scanner l'ensemble. Et donc, finalement, on a travaillé... vous allez voir le résultat une fois qu'on a pulvérisé ce liquide avec la poudre de pierre. Et là, on voit qu'il a beaucoup plus de facilité parce qu'il peut se repérer par rapport à tous ces éléments. Et qui bloque aussi finalement En fait, ici, ce n'est pas la lecture que des éléments, mais ça évite les reflets. Et donc, finalement, là, on détourne ça. J'étais avec Thierry, on a utilisé une sellette de tailleur de pierre pour faire tourner l'objet, ce qui facilite cet alignement aussi. C'est beaucoup plus facile quand on travaille comme ça, d'avoir une continuité dans l'alignement. Donc voilà, il faut vraiment essayer de passer partout. Ça, c'est important. En scan comme en photogrammétrie, c'est tout un peu contre dépouille et tout ça. Il faut vraiment bouger pour essayer d'aller capter le plus possible de recoins pour pouvoir fermer le modèle. Là, en l'occurrence, on voit il y a encore du jaune. Il manque donc une partie. Donc, je crois que juste après, on est repassé pour refermer complètement le modèle.
Et donc voilà, on est toujours dans du scan manuel, et c'était pour vous montrer qu'en scan manuel, si on a des objets brillants, on peut utiliser des techniques pour rendre l'objet plus mat et permettre un meilleur scan. Et donc ici, c'est le rendu dans Blender du modèle. On voit qu'on a une très grande précision. On avait même des petites gouttelettes qui étaient encore là, ou des zones où il y avait plus de poussière de pierre. On voit qu'elles sont ressorties dans le scan. Et donc ici, je vous montre sur cette image, finalement, le scan qui avait été réalisé sans matifiant. Et donc, vous voyez ici, on a chaque fois ces parties polies. Ici, des petites zones qui sont polies. Et on va voir que les plus gros défauts apparaissent dans toutes ces parties qui étaient polies, avec parfois de réels décrochements dans le scan. Et donc ici, je vous montre aussi, dans certains cas, si on a des couleurs trop uniformes, on peut utiliser, j'essaie de bouger pour que vous puissiez le voir, on peut utiliser des marqueurs. Et là aussi, quand on crée le projet dans le scanner, il va nous montrer, c'est marqué en petit derrière ma tête, qu'on peut utiliser les détections, c'est là, tac, par des caractéristiques. On l'avait vu, c'est le même principe finalement que de l'alignement par caractéristiques. Le SIFT qu'on avait vu pour la photogrammétrie fonctionne comme ça. Ou alors on peut utiliser les marqueurs. Et donc on va vraiment pastiller l'objet qu'on veut relever. Ça va permettre de plus facilement faire cet alignement et d'augmenter la qualité du scan. Et donc voilà, scanner à main, on peut avoir des très bons résultats. Vous avez vu les mains de Thierry Torrent, qui est mon collègue du Pôle de la Pierre. On l'avait à l'époque avec Fabrice Carrieri, qui donne beaucoup de cours sur le scan 3D au Pôle de la Pierre. On avait scanné le visage de Thierry. Vous voyez qu'on a un rendu qui est assez impressionnant grâce au scanner en mode manuel. Ici, je vais vous montrer rapidement le module HD Prime, qui est un module complémentaire qui est vraiment fait. On ne va pas augmenter en fixe la qualité du scan. Il est utilisé en scanning mobile pour avoir une plus grande précision, mais surtout, ça accélère le processus de numérisation. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on va voir que les trames utilisées là sont différentes. Et donc, c'est ce qu'indique le site de Ainscan. La vitesse de numérisation est augmentée de 30% en mode scan HD, ce qui permet de capturer rapidement des données 3D de haute précision et de haute résolution. Et donc, voilà ce que ça donne quand on scanne. On peut faire ça, là, c'est donne sur du noir, c'est parce que j'ai enlevé les fonds. On peut faire ça sur une table et tout ça. Il ne faut pas être dans le noir hein, pour faire ce type de scan, mais je l'ai représenté comme ça pour que vous puissiez bien voir cette trame qui est projetée. Et on voit que petit à petit, si vous regardez l'écran dans le haut, on voit que le volume se construit. Donc on se déplace doucement et on voit que le volume se construit. Là, vous voyez la face, on passe avec le scanner et on voit que les points apparaissent petit à petit. Et on va vraiment essayer de passer tout autour de l'objet. On peut vraiment faire une rotation avec le scanner. De la même manière que pour les autres scans, il va parfois nous indiquer qu'il perd le tracking, qu'il a perdu, que l'alignement est rompu. Donc il faut revenir en arrière. Mais on va pouvoir continuer. On voit que petit à petit, le modèle se termine. Et donc ici, ça c'est aussi, je vous montre dans cet exemple-ci, une fois qu'on a fini le scan, il va nous proposer de générer un modèle qui est fermé ou un modèle ouvert. Ça veut dire que le modèle fermé, il va refermer le maillage, il va refermer les éventuels
polygone ouvert. Et il va faire avec un algorithme, il va essayer de fermer au mieux le mesh. C'est très important parce qu'on va le voir que dans différents traitements, si on a des meshs qui sont ouverts, notamment en impression 3D, on peut avoir des soucis. Donc c'est pour ça qu'on a souvent cette option de pouvoir refermer le mesh. Et donc là, c'est le résultat du scan de ce petit élément en pierre. Alors, je regarde, toujours pas de questions, n'hésitez pas. Quatrième scénario, c'est le scan avec un plateau tournant. C'est vraiment, moi je trouve que ça marche très très bien. On place le scan sur un petit trépied et on place l'objet sur ce plateau tournant. Évidemment, on voit on est limité à des dimensions de 20, 20, 20 pour l'objet qu'on va placer sur le plateau et on va pouvoir effectuer un scan. Ici, ça ne sert à rien de mettre le module HD que je viens de vous montrer, il est vraiment prévu pour du scan mobile. Mais ici, avec cette solution-là, on peut quand même rajouter le petit module couleur, qui est ce petit module-là, qui est une caméra supplémentaire qui va finalement ponctuer le scan de prise de vue qui permettront de reconstituer la texture du modèle. Et donc, juste, de nouveau là, on doit brancher le scanner et la table tournante à l'ordinateur. Alors, si jamais vous faites du scan, attention, et je pense, je demanderai peut-être à l'occasion de confirmation, mais je pense que quand on avait fait toutes les installations en pôle, et moi je le mets toujours sur mon port USB le plus puissant, il y a des puissances de port USB maintenant qui sont différentes sur les ordinateurs, et je sais que sur certains ports, ça ne fonctionnait pas bien pour le scanner. La table tournante, elle, peut être sur un port classique. Et les petits modules, que ce soit le HD Prime ou ce module de texture, on vient les connecter sur le côté et il y a un petit fil qui part et qu'on vient connecter à l'arrière du scan. Et je vous explique ça, c'est vraiment parce que c'est le modèle qu'on a. Évidemment, si vous utilisez un Artec EVA ou tous ces autres scans, qui sont des scans qui fonctionnent très bien et qui sont très utilisés aussi dans le domaine de l'Artec EVA et très utilisés dans le domaine du patrimoine, eh bien, le fonctionnement sera sans doute différent. Notamment, je ne pense pas qu'on a tous ces éléments en plus à plugger sur un Artec EVA. Et donc ici, de nouveau, vu qu'on a mis le module texture, le programme va nous proposer de scanner avec les textures. Et donc voilà ce que ça donne sur le plateau tournant. J'ai accéléré, hein, c'est beaucoup plus lent. Et voilà, c'est assez long. Ici, je l'avais programmé. On va aussi programmer le nombre de pas sur le plateau. Ici, c'est 25 pas pour faire l'ensemble du tour. Et on voit que petit à petit, le modèle texturé se construit. Ici, il n'y a pas de synchronisation. Les deux images ne sont pas synchronisées. Mais voilà ce que ça donne. On a le petit modèle qui se génère petit à petit. Ici aussi, ça fonctionne très très bien. On ne le voit pas passer en tout petit. Ici, il enregistre différents scans. Donc, ici, je vais pouvoir bouger ce petit cube, le mettre sur une autre face, relancer un scan. Il va refaire un scan et ensuite il va aligner les deux scans ensemble avec une très grande précision. Et donc ça, c'est une très très grande facilité avec les algorithmes et ces programmes, c'est qu'on peut déplacer l'objet. Et là, pourquoi finalement ce système-là permet d'avoir une plus grande précision? On a aussi plein de références. En fait, vous voyez que le plateau est criblé de marqueurs qui permettent vraiment de positionner très précisément les points. Et donc voilà l'élément qu'on va obtenir. Ici sur la couleur, il faudrait recalibrer parce que la couleur n'était pas parfaite, mais c'était pas dans... Je l'ai fait pour pouvoir décrocher pour pouvoir faire les vidéos et les intégrer. J'ai fait ça sur un tissu vert qui a impacté le rendu des matériaux. Et donc ici, j'en profite pour vous montrer qu'on a déjà différents traitements qu'on peut faire dans le programme qui sont renforcer les arêtes, adoucir les arêtes. Et puis ici, je pense que c'est la décimation, ça veut dire réduire le nombre de triangles.
Ici, moi, c'est souvent quelque chose, vu que quand on travaille avec si on fait de la photogrammétrie et du scan, on va peut-être plus souvent essayer de traiter en externe ces nuages de points et ces mèches. Comme ça, c'est aussi des processus et des méthodes qu'on ne doit pas tout le temps changer. Et donc, moi, c'est l'habitude ici, c'est d'exporter très très rapidement et de traiter dans d'autres programmes comme Cloud Compare ou Blender les éléments produits. Et donc, on y arrive, c'est vraiment ici cette idée, le maillage, qui est essentiel. On en a parlé lors de la première formation, on l'a réabordé pour la photogrammétrie. Ici, c'est la même chose. Ce maillage, il va pouvoir se faire dans le programme. Et ensuite, on va pouvoir exporter un fichier OBJ. Et donc, il me semblait important de vous rappeler, parce que si vous vous lancez, que ce soit dans la photogrammétrie ou dans le scan, que ce soit du scan par lasergrammétrie, du scan par lumière structurée, faites très attention à la taille des modèles. Souvent, au début, on veut de la précision, on monte le nombre de points, on monte le nombre de triangles. On peut s'essouffler au début parce qu'on demande tellement de puissance de calcul aux ordinateurs, ça met des heures et c'est souvent quand la RAM, d'ailleurs je vous avais dit je pense une erreur la semaine passée en vous parlant que la RAM définissait la rapidité de l'ordinateur. La RAM c'est surtout l'espace de calcul, donc à un moment si la RAM se remplit, donc la RAM de votre ordinateur souvent quand vous achetez c'est autant de gigas de RAM, mais c'est un moment quand on calcule, l'ordinateur stocke des données et quand on n'a plus de RAM souvent il y a beaucoup de programmes qui s'arrêtent de manière assez brutale et c'est embêtant parce que quand on a calculé pendant plusieurs heures un modèle, c'est toujours embêtant qu'il puisse comme ça s'arrêter net. Et donc, il faut faire très attention, surtout en photogrammétrie, on produit parfois au début des modèles avec 40, 50 millions de triangles. Souvent, on n'arrivera même pas à faire le rendu de couleur sur des modèles aussi gros. Il faudra faire de la décimation, réduire le nombre de triangles. Mais ça, c'est encore le traitement des mèches, c'est encore tout un domaine assez complexe où on va essayer de réduire finalement la complexité de la forme et de redonner de l'information parfois avec des textures. Mais tout est relatif. C'est si on veut imprimer sur une machine numérique, on va essayer de garder une forme très précise. Si on veut utiliser à des fins de communication, on va essayer d'alléger le modèle et de stocker l'information plutôt dans les textures que dans la forme. Et donc, ce maillage, il faut bien l'analyser, il est important pour tout ce qui est opération booléenne. On l'avait vu lors du premier cours, pour les tailleurs de pierre qui sont là. Je pense une des applications qui peut être intéressante avec des machines, outils dans le domaine du patrimoine, c'est quand on fait des greffes, on peut essayer de conserver plus de matière en régénérant des plans de fracture assez justes. Et pour ce faire, on doit souvent travailler avec des opérations booléennes. Les opérations booléennes, on les voit ici sur le côté. C'est toujours, on fait l'union entre deux volumes, on peut faire l'intersection, on peut faire la différence. Ici, on voit l'exercice que je vous avais montré lors du premier atelier où on a une pierre, on peut faire l'intersection avec un cube et puis faire une opération booléenne qui va pouvoir permettre de ressortir le négatif. Fabrice Carrieri, c'est quelqu'un qui donne des formations pratiques au pôle de la pierre sur le scan 3D, avait fait un exercice avec la pierre qu'on a travaillé par photogrammétrie et qui peut un peu montrer ce qu'on va pouvoir faire. C'est un exercice qu'il avait fait avec les stagiaires qui avaient participé à ce stage sur le scan et les techniques pour réaliser des greffes. Et on voit que par rapport, il avait réalisé le scan de la pièce. Ici, c'est une impression 3D en PLA. Et il avait retravaillé et ils avaient fait un exercice où ils avaient remodélisé cette partie manquante pour pouvoir revenir à un moment reconstituer un élément. C'est un exercice très théorique, mais voilà, qui montre un peu ce travail des opérations booléennes. Effectivement, il a dû
reproduire le négatif de la fracture sur le plan ici. Donc, je reviendrai plus tard là-dessus. Ici, je vais rapidement vous montrer. Je vais rapidement vous montrer le fonctionnement de ces opérations booléennes dans un programme comme Blender. Je vais passer dans le programme. Ça devrait fonctionner. J'espère que là, vous êtes bien passé dans l'interface et que vous pouvez voir le fond d'écran du programme Blender. Blender, c'est un programme que je trouve très impressionnant. La plupart des vidéos que vous avez pu voir dans la formation sont réalisées sur Blender. C'est un programme qui fait de la 3D, mais pas uniquement. Ici, on a vraiment tous les outils qui sont accessibles dans Blender. On peut faire du montage vidéo, il y a beaucoup de films d'animation qui sont même faits avec ce programme, qui est un programme entièrement gratuit, relativement complexe à prendre en main. Il faut regarder beaucoup de tutoriaux pour s'en sortir, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Je vais par exemple ouvrir un fichier. Voilà. Je pense, est-ce qu'il a des soucis de rendu? Est-ce que vous n'arrivez plus à voir? Attends. Sinon, je partagerai différemment. Je vais essayer de partager ma fenêtre, mais je pense que c'est peut-être un peu trop lourd. Non, je vais partager à partir de Zoom. Voilà, partage d'écran. Blender, partage. Voilà, j'espère que là, vous pouvez voir l'écran de Blender. Donc, vous n'avez pas pu voir ce que je vous avais expliqué. Et donc, dans Blender, on voit qu'il y a toute une série d'onglets qui montrent comment on peut intervenir en 3D, mais aussi faire du rendu vidéo. Ici, dans le bas de l'écran, vous avez les pistes pour faire du rendu vidéo. Et on peut chaque fois éditer toute une série de fenêtres pour faire de tous les onglets généraux, de l'animation, du scripting, la gestion de données. Ici, finalement, c'est le modèle OBJ issu du scan qui a été importé. Donc ici, comment on fait? On fait File, Import, et là, on peut aller chercher un fichier OBJ qu'on va chercher sur son disque dur et qu'on va importer. Ici, j'avais des erreurs de texture. D'ailleurs, vous pouvez voir, l'échelle n'est pas bonne du modèle. Mais c'est dans l'import, il y avait une erreur d'échelle. Mais ici, vu que c'était pour l'exercice, je n'ai pas corrigé l'ensemble, pas eu le temps. Et donc ici, on voit un exercice finalement d'opération booléenne entre ces deux modèles. Je vais vous montrer pour que vous puissiez voir à quel point c'est simple de faire ce genre d'opération. Je vais supprimer ce cube. Donc ici, je suis dans ma scène, j'ajoute une forme. J'aurais pu prendre différentes formes. Ici, je vais insérer un cube que je vais pouvoir modifier ici. Je vais le mettre à l'échelle. Changer de point de vue.
Et on va voir, on va positionner le modèle. Et ici, je vais pouvoir, j'espère que ça fonctionne, c'est comme ça, ça ne fonctionne pas. Mais on va pouvoir, sur ce modèle-ci, ajouter, enfin supprimer de la matière, mais pour le faire, on doit ajouter ce qu'ils appellent un modifieur. Donc ici, je vais rajouter un modifieur de type booléen. Différence, et je vais choisir le cube que je viens ici, l'objet. Voilà. Donc là, il a utilisé le scan que j'ai importé pour venir creuser le modèle. Je vais appliquer la transformation et j'espère que ça aura fonctionné. Maintenant, si je retire, vous voyez qu'il a supprimé de mon modèle la forme que j'avais placée. Là, vous avez pu voir ce qu'est une opération booléenne. Je vais vous montrer d'autres types d'opérations qu'on va pouvoir réaliser ici et que j'ai utilisé pas mal dans les rendus que je vous ai montrés. Ici, vous voyez le modèle. Celui-là, je vais l'éteindre. On peut aussi, ici, dans ces modifiers, faire du remeshing. Ça veut dire on va modifier le mesh. Donc voilà. Et ici, c'est ce qu'on appelle, parfois il y a des effets, on parle de low poly, high poly. Ici, c'est un algorithme qui va réduire le nombre de polygones. Ici, vous voyez qu'il l'a fortement réduit. Je peux encore le réduire. Vraiment, là, je réduis très fortement le nombre de polygones. C'est avec des systèmes d'octree, et des structures de données en arbre. C'est un peu de la programmation. Moi, je ne saurais même pas vous l'expliquer pour être honnête. Mais souvent, vous allez avoir en 3D cette notion de octree qui apparaît beaucoup dans la gestion des nuages de points. Et c'est des relations de données entre elles. Ça facilite les processus de calcul. Et là, vous voyez, je vais augmenter. Et on va voir que petit à petit, j'aurai plus de précision. Et c'est comme ça que je vais pouvoir fortement alléger mon triangle. Ici, on voit chaque fois, quand je change, le nombre de triangles qui se modifie. Ici, on voit que je suis à 13 000 triangles. Je monte d'un octree, je vais passer à 56 000 triangles. Et si je fais, on voit ici, déjà là, je suis passé à 56 000 et j'étais, si j'efface mon modificateur, je vais pouvoir voir à combien j'étais. Et on était à 9, ici c'est 943 000 triangles. Et donc, on voit que pour certaines applications, ça ne sert à rien d'avoir une aussi grande précision, et de faire un remesh va permettre vraiment d'améliorer et de réduire la taille du fichier. Ça va permettre aussi d'effectuer des bons mappings de textures. Ça, c'est si on veut travailler sur les textures des objets. Il y a encore dans ces programmes toutes des possibilités d'intervention. Là, je vous ai montré le remeshing parce que je crois que c'est quelque chose qui est important. Si vous faites du scan, vous pouvez utiliser d'autres programmes comme MeshLab. Vous pouvez le faire dans le programme de votre scanner la plupart du temps. Mais voilà, là, je vous montre sur un programme gratuit. Vous pouvez vous amuser avec Blender. Ça ne coûte rien d'installer Blender. Et je vous montre aussi, ici, si on va, ici, je suis en mode objet, et on va voir qu'avec Blender, on va pouvoir aussi éditer très facilement un modèle. Donc, ça veut dire que si je veux retravailler une pièce, mais que j'ai envie d'enlever certaines parties, je vais pouvoir sélectionner et supprimer des parties. Et donc, comme ça, on peut vraiment... Là, je recoupe le modèle et je vais repasser en mode objet. Vous allez voir que j'ai supprimé la partie inférieure de l'élément. Je vais pouvoir la remplacer, si je veux, par une autre forme que je vais pouvoir traiter ici. Je veux aussi pouvoir effectuer
il y a des modes pour adapter, lisser certaines parties. Mais voilà, ça c'est en fonction des besoins. On sait qu'on peut travailler avec toutes des modes pour lisser l'objet. Moi, j'interviens rarement sur les mèches en les adaptant, donc, et vous allez voir qu'en passant, là, le mèche est trop important, donc je risque de faire planter mon ordinateur. Mais donc voilà, j'avais envie de vous montrer rapidement ce qu'on pouvait faire avec des programmes comme Blender. Il y en a vraiment plein d'autres. Je reviens même des programmes de remeshing. Il y a beaucoup de programmes différents. Donc voilà, là on a de nouveau vu aujourd'hui rapidement la lumière structurée. C'était peut-être un petit peu moins dense que pour la photogrammétrie où là en 1h30 c'était un sacré challenge. Je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions. J'avais envie, je ne sais pas si on peut profiter des questions et réponses de cette dernière présentation pour un peu voir quelle suite on pourrait donner à ces formations. Je vais juste ici arrêter mon partage et partager. Voilà. Voilà. Et donc voilà, petite synthèse, enfin je l'ai fait rapidement au début. J'espère que ces ateliers qu'on aura atteint cet objectif d'un petit peu éclaircir à vos yeux les différentes techniques de scan qui existent. Et donc voilà, des scans, on a des scans sans contact, des systèmes optiques qu'on aura vu, des systèmes passifs, des systèmes actifs. Gros avantage de la photogrammétrie, pour moi, c'est finalement, si on a tout le matériel, ça peut être coûteux, mais pour commencer à faire du relevé, c'est un système qui est très accessible. On peut déjà commencer à s'entraîner avec un simple appareil photo et on peut déjà faire, je ne sais pas si certains l'ont fait, on peut faire des premiers tests avec des programmes gratuits ou avec le système de paper input. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a envoyé un mail, je lui répondrai au système justement avec des crédits pour générer des modèles. Et en fait, on ne paye que quand on veut exporter le modèle. Donc ça, c'est pour la photogrammétrie. Et puis, on aura vu tous les systèmes actifs. Donc, le laser avec, n'oubliez pas, deux grands domaines dans le laser. La lasergrammétrie, où on mesure la distance, et puis, la télémétrie, pardon, et puis les systèmes laser, où là aussi on projette une forme pour interpréter ou pour localiser un point par triangulation. Et puis la lumière structurée qu'on a vue aujourd'hui, c'était notre premier essai de formation en ligne. C'est la toute première qu'on a fait. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'on pourra bientôt réorganiser des formations pratiques, de se retrouver sur le site du Pôle de la Pierre. C'est un site, on devait normalement ce mois-ci faire une inauguration de toute une nouvelle partie du bâtiment qui sera bientôt équipée pour vraiment pouvoir aller très très loin dans l'apprentissage des métiers de la pierre, qu'ils soient traditionnels ou plus dans les nouvelles technologies. On aura vraiment les deux au Pôle de la Pierre. Et je vous ai préparé un petit questionnaire que je vais lancer et j'ai rajouté deux petites questions à la fin et ce serait un peu de savoir, voilà, n'hésitez pas à envoyer des mails pour qu'on puisse savoir si ça vous intéresse des formations pratiques en photogrammétrie, des formations pratiques sur les technologies laser, sur la lumière structurée. Aussi, on pense développer peut-être une offre de formation sur un peu mieux informer sur la production à l'aide de machines, donc tout ce qui est le langage machine et tout ça. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous dire ce qui vous intéresserait. Moi, je suis super content. On a vu pas mal de tailleurs de pierre inscrits à cette formation. Ce n'est pas toujours le cas dans les formations qu'on met en place. Donc là, n'hésitez pas à nous faire part de l'information. On est là pour aussi répondre à des besoins et donc communiquer vos envies en termes de formation et on essaiera d'y répondre. Je vais lancer le sondage
Voilà, la formation d'aujourd'hui, c'était une thématique un peu moins touffue que la photogrammétrie, donc elle aura été un petit peu plus courte que prévu. C'était aussi l'occasion peut-être de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Sinon, je vous invite à répondre au sondage que je vais lancer. Sébastien, je ne sais pas si tu veux prendre la parole pour clôturer la formation. Je peux éventuellement ouvrir ton micro si tu le désires. Hop. Voilà. Voilà, Sébastien, je ne sais pas si tu as un micro et si tu peux te connecter, mais n'hésite pas à connecter ton micro. Je vois qu'il n'est pas allumé si tu veux clôturer ces 3 ateliers. Eh bien voilà, je vois que pas mal de personnes ont déjà répondu au sondage. Je vous remercie vraiment d'avoir répondu aussi nombreux. Ah, voilà, Sébastien, Voilà. on t'entend. Voilà, je m'excuse, j'ai pris un peu de temps pour me connecter parce qu'il y avait pas mal de bruit chez moi. Le voisin profitait pourtant de sa pelouse. Voilà, je voudrais vous remercier tous et toutes de la participation. Et comme Benoît le disait, bon, c'était la première, les 3 premières expériences de formation en ligne et nous souhaitons vraiment réitérer l'opération par des choses qui sont liées aux technologies numériques, mais peut-être aussi par des choses peut-être plus théoriques, comme par exemple la connaissance de la pierre et l'archéologie de la pierre, pourquoi pas, ou d'autres thématiques. Donc, soyez attentifs, on essaiera de vous prévenir en temps voulu pour que vous puissiez être informés donc, de tout cela et dégager peut-être du temps. Et peut-être ces formations pourraient être organisées pour, pour utiliser des moments peut-être plus facile pour la formation, comme par exemple les soirées ou éventuellement les week-ends. J'espère que vous allez tous et toutes bien chez vous et que tout se passe bien pour vous et vos familles et que le confinement se passe correctement et le déconfinement prochain se prépare. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Et merci Benoît. Merci Sébastien. Eh bien, bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, pardon. Je vois qu'il y avait Monsieur Léger. Quel est le volume maximum pour scanner un objet? Eh bien, Monsieur Léger, ça dépend de la technique de scan sur celui-ci de mémoire, mais je peux vous envoyer par mail pour être certain. Je crois qu'on était sur du 2 mètres sur 2 mètres, c'est ce que m'avait dit Fabrice Carrieri. Maintenant, ils ont des systèmes avec des scans qui sont aussi localisés de manière externe, donc c'est vraiment très différent
en fonction des scanners, mais de manière générale, on est plutôt sur de l'objet petit ou moyen avec ce genre de technique. Merci à vous. Eh bien voilà, bonne soirée, au revoir.